Est-ce que de votre point de vue, le développement du commerce, qui va être engendré par la création de cette zone continentale, est un bon moyen pour réduire la pauvreté? La croissance économique, une croissance économique durable, est évidemment moyen de lutter contre la pauvreté, d'enrichir. Et de ce point de vue-là, on sait que l'Afrique a des niveaux de commerce intra-zone, à l'intérieur d'une sous-région comme entre sous-régions, qui sont très très loin des chiffres qu'on connaît dans d'autres régions du monde. Donc à l'évidence, là, il y a un progrès possible qui contribuera fortement à la croissance économique africaine et à la création d'emplois, hein, puisque l'enjeu principal, c'est quand même que la dizaine de millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Afrique, Chaque année? on crée pas 3 millions d'emplois formels, mais on en crée 10, quoi. Ou plus d'ailleurs, parce qu'il faut aussi que le stock et que l'informel se transforme progressivement en formel pour donner des droits et de la protection aux individus. À Niamey vient de débuter le sommet de l'Union africaine consacré à la mise en œuvre de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Euh, le Nigeria a annoncé il y a quelques jours qu'il se rallie à l'initiative après l'avoir Ouais. longtemps boudé. Quel regard portez-vous sur cet ambitieux projet qui vise à doper les échanges intra-africains, notamment en supprimant les droits de douane sur la majorité des projets, hein, 90% des lignes de produits? Vous le savez, le contenu, les dynamiques de croissance africaine ont beaucoup changé depuis 25 ans. Il y a une hausse du revenu par habitant en Afrique depuis 25 ans. Euh, Il est temps qu'on s'en rende compte, hein. Les courbes sont très très claires. Évidemment, ce sont des moyennes, hein. Il y a des situations très diverses. Ce qui est intéressant, c'est que cette hausse du revenu par tête en Afrique correspond très exactement au moment où la croissance démographique décolle en Afrique. Donc la corrélation est totale, hein. Ça ne dit rien de l'avenir, mais c'est ça qu'on observe depuis 25 ans. Et cette croissance, surtout, elle est moins tirée par les exportations, par l'extraversion du continent africain vers le reste de l'économie mondiale et de plus en plus par la consommation intérieure. Il y a un rééquilibrage qui est le signe évidemment d'une émergence de l'Afrique globalement. Hein, l'Afrique, c'est l'Inde, hein, vous le savez. Hein, à la fois la démographie et le produit intérieur brut de l'Afrique, c'est l'Inde aujourd'hui. Donc il faut qu'on... Et c'est beaucoup plus en vérité, puisque... C'est la même chose que l'Inde, c'est-à-dire c'est 1 exact, milliard 200 millions d'habitants. c'est exactement la même démographie et c'est exactement le même produit intérieur brut. Accessoirement, c'est le PIB de la France ou du Royaume-Uni aussi déjà. Hein. Autrefois, on disait l'Afrique, c'est la Oui, Belgique. Vous voyez, maintenant, il faut qu'on prenne la mesure de la l'Afrique, de différence, toute l'Afrique. la différence, c'est qu'il y a un gouvernement central à New Delhi et 52 gouvernements en Je Afrique. parle d'économie, je ne parle pas de politique, mais précisément, c'est vous qui m'avez parlé de politique, puisque vous m'avez parlé de l'Union africaine. Et donc, je crois que les dirigeants africains, qui nous disent depuis très longtemps qu'il faut considérer l'Afrique comme un tout, il faut prendre la mesure de toute l'Afrique pour comprendre toutes les Afriques. Les dirigeants africains qui savent souvent qu'ils n'ont pas des États qui ont mis des siècles, qui sont westphaliens, comme on dit, qui ont mis des siècles à se constituer comme la France ou le Royaume-Uni, précisément. Et donc, ils nous appellent à un appui aux intégrations régionales. Ils nous appellent également à appuyer, concevoir l'Afrique comme une panafricaine, finalement, à l'échelle du continent. Et je crois que ce projet de libre-échange, ce qui se passe sur les questions monétaires, ce qui se passe, les intégrations régionales africaines vont plutôt bien, hein, y compris au plan politique. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération. À l'AFD, on l'a fait, pardon, d'ailleurs, en créant des directions régionales. Pardon, on viendra peut-être à l'AFD après. Qui maintenant, il y en a 6 en Afrique, qui cherchent précisément à un niveau stratégique et opérationnel à prendre ce message et à le transformer en action. Julien Clémenceau. Rémi Rioux, vous étiez récemment à Kigali, où vous avez été longuement reçu par le président Kagame. Vous espérez démarrer prochainement des programmes au Rwanda. Absolument. Euh, les chiffres connus au Rwanda sur la réduction de la pauvreté sont sujets à caution. Il y a eu des polémiques, notamment l'an dernier. Le gouvernement dit que la pauvreté baisse. Certaines ONG disent que ce n'est pas exactement le cas. Est-ce que le modèle économique rwandais mérite tous les éloges qu'on lui fait généralement? Alors le modèle, Donc le modèle de développement rwandais. je signalais quand même que j'étais le premier directeur général de l'Agence française de développement à se rendre au Rwanda depuis 1992. Donc ça faisait 27 ans que nous n'avons plus d'activité au Rwanda. Et donc je pense que c'était important dans le cadre évidemment de la relation bilatérale et dans le cadre politique qui a été fixé par Effectivement, le ça marque le président et le réchauffement ministre, des relations d'essayer entre les deux pays. d'amener des éléments de réconciliation. À nouveau, je reviens à mon livre,
des éléments, disons, concrets, des preuves que les relations entre nos deux pays s'améliorent. On a beaucoup parlé d'éducation, par exemple, c'est assez nouveau, avec les autorités rwandaises. Et puis, quand même, on m'a expliqué, j'en viens à votre question, on m'a expliqué un peu le management public au Rwanda. Donc, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes intéressé à ce point, mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire, en fait. Vous voulez dire par la performance, Tous les l'exemplarité, ministres, tous les la ministres, tous les gouvernance. directeurs d'administration centrale, tous les patrons d'agences d'État, ils ont tous un contrat de performance au Rwanda, fixé par le plus haut niveau. Chaque année, vous avez en fin d'année une sorte de grand débat, là, comme a fait le président Macron. Ça s'appelle le National Dialogue. Donc tous les citoyens rwandais, par tout moyen, peuvent poser des questions sur les services publics, par SMS, par réunion publique, devant le président et ses ministres. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent le Leadership Retreat, Oui, c'est-à-dire enfin, qu'ils pendant 3 jours... c'est Non, mais pas- ça produit des résultats. Ça D'accord, produit des résultats. mais- On les voit d'ailleurs, vous êtes allé à Mais- Kigali comme moi, vous êtes allé dans le pays, vous voyez le résultat d'une situation, évidemment, un pays qui reste un pays parmi les moins avancés, qui est un pays pauvre, mais qui a eu un Et chemin... qui n'est pas non plus un des plus démocratiques. Mais là, on parle pas de... Vous Ah parlez si, pas de quand vous démocratie, parlez du vous grand parlez débat, de vous parlez de développement. démocratie. Oui, bah, il y a ça, c'est un exercice démocratique que j'ai observé dans la pratique rwandaise. Alors venons-en à avec Julien Clémenceau, une thématique que vous avez esquissée tout à l'heure, c'est celle de la relation entre la sécurité et le développement. Julien Clémenceau de Jeune Afrique. La présence de l'AFD n'est qu'un des pans de la présence française dans le Sahel. Il y a bien sûr la présence Absolument. militaire à travers Barkhane, et l'AFD est étroitement associée à la force militaire. En 2016, donc au début de votre premier mandat, vous aviez conclu un accord de coordination avec l'état-major des armées. Est-ce que cet accord est toujours en vigueur et comment il fonctionne? Moi, je suis très attaché au 3D. J'ai commencé, oui, j'essaie même de le théoriser un petit peu. Mais ne soyons pas trop théoriques, restons Absolument. pratiques. Mais ce que je veux dire, c'est que le développement, c'est un élément d'action dans le Sahel en particulier. Mais simplement, il n'est pas... Vous voyez, dans votre présentation, on a l'impression que je travaille pour le ministère de la Défense. Pas du tout. C'est pas du tout ce que me demandent les militaires. Les militaires, ils respectent, ils veulent un instrument de développement qui fait son travail d'instrument de développement pleinement, qui réconcilie. Vous voyez, c'est-à-dire que eux, ils ont une fonction à remplir, qui est Mais encore une la- fois de rétablir La l'ordre. combinaison Ils veulent pas militaire faire de- ils veulent humanitaire, pas elle n'a faire de jamais développement. fonctionné ni en Irak ni en Afghanistan. Alors pourquoi ça fonctionnerait au Sahel? Ben parce que je pense qu'on a évolué dans nos têtes. Je pense que, par exemple, dans le passé, vous savez, on imaginait, il y avait le temps de la défense. Donc là, on séparait les belligérants. Ensuite, il y avait le temps de la diplomatie, on avait l'accord politique. Puis après, il y avait le temps du développement. Que tout ça était séquentiel. Et en fait, du coup, vous aviez des ruptures de charge et les gens du développement, ils arrivaient toujours trop tard. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre. On essaie d'avoir les 3 composantes, les 3 politiques publiques en même temps, d'où ce rapprochement, cette programmation. Les militaires, vous savez, ils sont comme les gens du développement, ils programment à 5 ans. Ils sont très organisés, nous Mais- aussi. Et donc maintenant, on essaie d'accorder Mais nos violons concrètement, pour comment agir ça dans le fonctionne? Sahel. Bah, typiquement, je vais vous dire, dans le Sahel, donc vous avez un effort français qui s'appelle Barkhane, que vous connaissez. Vous avez un effort AFD qui est en très forte augmentation. On a engagé 2 milliards d'euros Mais- depuis 5 ans, dont 1 milliard les 2 dernières années. Et on duplique ça par un effort en construisant des coalitions internationales. Mais Donc vous est-ce avez la que ça veut MINUSMA, dire- vous avez, Oui. et on a l'Alliance Non, Sahel. mais Rimiri, est-ce que ça veut dire que quand les militaires vous disent il faudrait faire un projet ici, vous le faites à l'endroit où ils vous l'indiquent? Est-ce que ce sont eux qui vous indiquent où il faut que vous investissiez Non. votre argent? Pas du tout. C'est pas les militaires qui me disent ça. C'est le chef de l'État. C'est l'État français qui fixe les priorités en dialogue évidemment avec les ministres, les chefs d'État du G5 Sahel pour voir où sont les zones de fracturation, de tension sur lesquelles il faut appliquer les différents instruments. L'instrument politique, l'instrument de défense, l'instrument de développement, sans en oublier aucun. Un des intérêts de ce club, c'est notamment la mise en place de la coopération avec la Chine. C'est ça, hein. Alors, C'est disons que intéressant c'est- de les faire rentrer dans le jeu du développement et de l'aide au développement mondial. Les Chinois sont là, pardon. Ils ont une voie bilatérale, évidemment, qui est très forte, un dialogue avec les autres États en tête-à-tête. Et puis, vous le savez bien, les Chinois, ils sont observateurs au Club de Paris, par exemple, le Club des créanciers publics. Ils sont très présents, on l'a vu à la FAO récemment, dans la gouvernance multilatérale. Oui. Et IDFC... Ils ont damé le pion aux Français.
en Ils se sont là, faisant ils élire. sont, Oui. ils sont là, ils font des choses. La question, c'est comment on les amène dans plus d'actions collectives et à faire des choses qui sont bonnes pour la planète et bonnes pour les hommes. Et le club IDFC, je veux pas non plus en faire l'alpha et l'oméga, mais c'est un des endroits où un très très grand acteur financier chinois commence à toucher l'eau, voir la température et s'engager. On essaie de faire des projets ensemble au Sénégal, par exemple, avec Mais eux. Si on y arrive, ce serait très très positif. alors, sur la Chine, C'est la je fin vais de mon vous, livre, c'est le je dernier vais vous chapitre. demander une réponse très rapide parce qu'on arrive tout à la Ah, fin de dommage. l'émission, Rémi Rioux. Pourquoi est-ce que l'AFD investit en Chine, qui est un pays riche, Ah, vous savez, puissant? nous, on n'est pas, d'une boutade, je peux vous dire, on n'est pas l'agence française de développement, on est l'agence chinoise de développement. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est les Chinois nous achètent des obligations que nous émettons et nous leur reprêtons. Donc en fait, c'est de l'argent chinois qui passe par l'AFD. Et pourquoi il passe par l'AFD? Parce qu'on vit dans un monde en commun, parce qu'ils veulent avoir accès à nous, ils veulent avoir accès à notre expérience de développement, ils veulent avoir accès à nos technologies, ils veulent dialoguer avec nous. L'AFD, c'est un des moyens qui existent, très concrets, très précis pour ce dialogue. Et j'espère bien que... Alors, le dernier chapitre s'appelle l'équation chinoise. Donc, évidemment, nous n'avons pas la réponse encore. Et je l'ai mis à la toute fin du livre parce que cette réponse, si elle est négative, elle remet en cause peut-être les 8 chapitres qui précèdent. Mais si elle est positive, elle donnera un élan et une redéfinition encore de la politique de développement comme jamais dans le cadre international qui nous a été fixé.